Bonjour. Transformer vos appareils photo ou vidéo en scan 3D, c'est bien sûr possible avec la technique de photogrammétrie. Mais avez-vous une machine assez puissante? Avez-vous une carte Nvidia? Non? Alors ne partez pas. Ce tuto est fait pour vous, grâce à un petit logiciel gratuit open source dont personne ne parle et qui fait à peu près comme le plus connu d'entre eux, je veux parler de Meshroom. Cette alternative va peut-être vous permettre à vous aussi de créer des objets 3D sans connaissance particulière dans le domaine. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des cartes Nvidia. Enfin, en parler pour ne pas nous en servir dans ce tuto. Je m'explique. Dans mon précédent tutoriel, comment transformer vos photos et vidéos en objets 3D, la plupart des problèmes de fonctionnement du logiciel n'étaient pas dus à celui-ci, mais plutôt à la configuration des machines utilisées. D'ailleurs, dans les mails que j'ai reçus et les commentaires concernant cette vidéo, la plupart du temps, hormis le fait de quelques problèmes de prise de vue constatés, mais qui se maîtrisaient avec le temps, le problème des machines sans carte Nvidia et donc sans CUDA était redondant. Alors je me suis dit, c'est dommage quand même, car c'est vraiment chouette de pouvoir au moins découvrir cette technique, et cela facilement, sans laser ni lidar, ou autre technologie intouchable pour nous, simples mortels. Et donc j'ai tenté de trouver comment contourner ce problème. Alors certes, des solutions, il en existe dans le monde merveilleux des logiciels payants, mais en open source, on fait comment? Alors après moult tests ratés, alors je croyais que cela était impossible, est apparu sur mon écran la solution au cours d'un de mes tests. La solution ultime, le Graal, le summum. Je crois qu'on est en train de le perdre. Rolly, reviens. Léo. Oui, pardon, alors je m'égare. Alors c'est un navigateur Meshroom et sa particularité, c'est qu'il n'a pas besoin de carte Nvidia, donc ça... Mes tests ont été effectués avec les configurations suivantes. Un PC dont le processeur est un i5 et la mémoire RAM de 16 Go. Sa carte graphique est une carte intégrée de type Intel UHD 630. Le deuxième appareil est un ordinateur portable avec un microprocesseur i7, mémoire RAM 16 Go et deux cartes graphiques intégrées, une Intel et une Nvidia 850. Pour information, je n'ai pas trouvé sur internet la configuration minimum nécessaire pour faire tourner cet open source. Donc je pense que pour être à l'aise, d'avoir un minimum 8 Go et un processeur i3, i5, i7 est correct. Pour les références AMD, désolé, je ne les connais pas. Quoi qu'il en soit, testez-le, car même avec un i5 760 et 4 Go de RAM, j'ai eu des résultats, alors pourquoi pas vous? Donc je faisais des tests de logiciels open source comme à l'habitude, et là je remarque que sur mon portable, il n'y avait pas d'accès à la carte Nvidia. Je me suis dit, là il y a un petit truc qui colle pas. Pour en avoir le cœur net, avant de vous présenter la chose, il faut essayer sur une autre machine. Donc j'étais sur l'autre machine, j'ai enlevé la carte Nvidia, et bingo, ça passe en Nvidia. Et juste avant de commencer, un point important, mettez vos périphériques à jour. C'est pas parce que vous avez Windows Update à jour que vos périphériques le sont. Et si vous ne savez pas comment faire, consultez un tuto sur YouTube, il y en a plein. Bon, vous êtes prêts? Bah c'est parti, je vous explique tout. Allez, on y va. Non, c'est pas là. Oh, il est un peu long le gars quand même, tu trouves pas? Bah ouais, mais il fait ça comme ça au moins. Il a pris toutes les précautions pour que ça marche, quoi. Ah oui, d'accord. Alors ce fameux logiciel s'appelle Regard 3D. Afin de le télécharger, ouvrez votre navigateur internet. Dans votre moteur de recherche, tapez Regard 3D. Et dans les résultats, cherchez le site qui s'appelle www.regard3d.org. Cliquez sur ce lien. Sachez que tous les liens nécessaires sont disponibles dans le descriptif de cette vidéo. Puis cliquez sur le lien Download. Enfin, cliquez sur le lien For 99 All User, le lien qui est juste en dessous, ce qui va nous lancer sur la page de téléchargement du logiciel. Et si le téléchargement du logiciel ne s'effectue pas automatiquement, pas de problème. Cliquez sur Problem Downloading. À l'intérieur, vous trouverez un lien nommé Direct Link. Cliquez sur celui-ci. Enfin, enregistrez le programme. Il ne vous reste plus qu'à installer le programme en suivant le protocole habituel. À l'installation, choisissez français, ok. Acceptez les conditions générales, suivant. On laisse le dossier d'installation par défaut, suivant. Et enfin, bouton installer. Et pour plus de simplicité, créons un raccourci sur le bureau. Pour cela, allez dans le menu démarrer et tout en haut du menu, vous allez voir Regard 3D. Positionnez-vous dessus, bouton gauche de souris appuyé et glissez cette icône jusqu'à votre bureau, ce qui va créer un raccourci sur celui-ci. Alors pour les personnes qui souhaitent faire de l'extraction photo à partir de vidéos, il vous faut le logiciel VLC. Si vous ne l'avez pas, allez sur le site officiel videolan.org. Évitez toujours de prendre les logiciels sur des sites qui ne sont pas ceux de l'éditeur. Vous pouvez aussi passer par votre moteur de recherche en tapant VLC et dans les résultats, prenez le lien du site officiel. Une fois sur la page, cliquez sur télécharger et installez-le. Jusque-là, rien de bien sorcier à ce stade. Quoi qu'il en soit, vous pouvez trouver les liens nécessaires à ce tutoriel dans le descriptif de celui-ci en dessous de la vidéo, bien sûr.
Alors, pour ce tuto, je vais commencer par une capture grâce à un caméscope. Que ça soit un appareil photographique ou un caméscope, c'est la même chose. Là, en l'occurrence, je vais faire de l'extraction de photos dans VLC pour réaliser ma reconstruction. J'utilise pour cela un petit aigle, une petite statue, ça change un petit peu des miniatures, que j'ai posé sur ce plateau dont je vous explique la fabrication dans mon précédent tuto, comment réussir à quasi coup sûr vos objets 3D. Et je me mets à différentes hauteurs, je tourne et je filme donc cet aigle dans des conditions optimales. Enfin là, il y a le mur qui est un petit peu granuleux, c'est un peu embêtant, d'ailleurs ça va se voir à la sortie. Mais ce n'est pas trop grave, hein, c'est pas dramatique. Le principe sera donc le même, comme je le répète, que vous soyez en photographie ou en vidéo avec extraction d'images. Et si vous utilisez un appareil photographique, les règles sont les mêmes. Donc je vous recommande d'utiliser un pied photo pour ne pas créer de vibrations qui par un petit flou générerait autour de votre objet final et sa texture un halo qui se transformerait en point blanc, toujours un peu difficile à nettoyer. Ceci étant dit, revenons à notre capture avec vidéo. Pour terminer, nous allons prendre la carte SD de l'appareil et la glisser dans le lecteur de carte du PC afin d'extraire la vidéo sur le bureau de notre ordinateur et procéder à l'extraction des photos dans VLC. La carte du caméscope est dans le lecteur, le dossier s'affiche à l'écran, je vais donc chercher où est passée cette vidéo. Voilà, la voici, c'est la toute dernière, ok, c'est la 00130.mts. Donc je vais sur le bureau, plutôt droite souris, nouveau, dossier, et je crée mon dossier que je nomme tutoriel aigle. C'est dans ce dossier que nous ferons tout notre travail, les extractions, enfin tout. Je prends mon fichier de mon appareil photo, donc de la carte SD, et je la glisse sur mon dossier, sur le bureau. Et j'attends que le transfert s'effectue. Alors sachez qu'il faut quand même un nombre conséquent de photographies, donc d'images, pour réaliser une reconstruction dans Regard 3D. C'est un algorithme qui est différent pour trouver les points de Meshroom, donc c'est ce qui justifie cela. 100, 120 photos, 130 photos, c'est correct pour une belle reconstitution. Une fois le transfert effectué, vous pouvez fermer cette fenêtre et remettre votre carte SD dans votre appareil. Pour les prises venant d'un appareil photographique, une fois la carte SD mise dans le lecteur, nous procéderons de la même manière. À la différence que là, ce sont les photographies contenues sur votre carte SD que nous allons transférer. Créez un nouveau dossier sur votre bureau, allez dans l'emplacement des photos, sélectionnez-les et copiez celles-ci dans le dossier que vous venez de créer sur votre bureau, et c'est tout. L'étape suivante concernant l'extraction d'images que vous allez visionner maintenant concerne uniquement bien sûr les prises par vidéo. Après celle-ci, les procédures du tri du reste du tutoriel seront identiques car nous travaillerons au final sur des images dans les deux cas bien sûr. Passons à la suite. Alors sur le bureau, nous allons créer un nouveau dossier. Celui-ci nous servira à récupérer les captures réalisées sous VLC. Bouton droit de souris, nouveau, dossier. Je nomme celui-ci capture-VLC. Et prenez l'habitude dans ce type de programme open source d'utiliser un tiret-bas à la place des espaces pour vos noms d'images ou de dossiers. N'utilisez pas non plus de caractères accentués. Ceci peut être source de soucis pour certains programmes open source de ce type. Mais je ne vais pas rentrer dans des explications plus techniques ici. Respectez simplement cette consigne pour un bon fonctionnement du logiciel. Maintenant que le dossier est créé, je vous invite à ouvrir la vidéo que vous venez de transférer sur votre ordinateur. Une fois celle-ci lancée et VLC ouvert, mettez votre vidéo en pause. Nous allons commencer par ajouter un petit onglet qui va nous permettre de capturer les images lors du défilement de la vidéo. Pour cela, allez dans Vue, puis cliquez dans le menu sur CTRL avancé, ce qui a pour résultat d'ajouter des icônes de fonctionnalité au-dessus du bouton Play de VLC. Et celui qui nous intéresse, ce sera le petit appareil photo. Puis nous allons sélectionner le dossier dans lequel les images extraites vont se stocker. Pour cela, allez sur Outils, puis Préférences et sélectionnez l'onglet Vidéo. Allez dans le paramètre Dossier, puis bouton Parcourir. Ici, vous allez pointer vers le dossier, en l'occurrence ici capture-VLC, si vous avez fait comme sur le tuto. Après, libre à vous de faire autrement si vous le souhaitez, si vous avez d'autres habitudes. Voilà. Dans le paramètre préfixe, écrivez Capture dans le champ dédié à cet effet. En face, cochez la case numérotation séquentielle et choisissez le format JPG. Soit dit en passant, c'est le format compatible avec la plupart des logiciels de photogrammétrie. .png par exemple n'est pas reconnu dans Visual SFM, donc c'est une petite chose qu'il faut savoir.
Pour en terminer ce réglage, cliquez sur le bouton enregistrer. Maintenant, allez dans le menu vidéo de VLC, puis désentrelacer et sélectionnez oui. Et nous allons passer maintenant à l'extraction des images de notre vidéo. Alors pour ceci, il y a plusieurs techniques. Déjà, nous utiliserons l'appareil photo sur lequel vous allez cliquer pour faire la capture de l'image et le bouton play que vous allez mettre en lecture donc votre vidéo. Donc mettez en lecture votre vidéo et vous avez la solution de la rafale, c'est-à-dire que l'image défile et à instant régulier, vous cliquez sur l'appareil photo. Donc ça doit faire par exemple clac, 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 clac. Clac, voilà, ça c'est le rafale. Le rafale, c'est pas non plus on n'est pas, vous faites pas 700 800 photos, ça n'a pas trop de sens. À moins que vous tourniez très vite autour de l'objet et que vous êtes obligé de capter très vite. Mais dans ces cas-là, vous aurez beaucoup de flou, donc le résultat risque d'être un peu médiocre. Donc quand vous tournez déjà dans votre capture, bon, n'y allez pas comme un sauvage et ça vous évitera d'avoir des problèmes après de faire un sauvage aussi au niveau de la capture. Donc on prend un objet qui tourne de façon modérée, on va dire, et là, on est, ça doit faire à peu près une capture de 2 à 3 images par seconde, à peu près, en moyenne. Après, c'est à vous de voir. Pensez aussi que l'objet, par moment, vous arrêtez peut-être de tourner autour, donc ce moment-là ne fait plus de rafale, parce que vous allez vous retrouver avec des doublons, avec 3 ou 4 photos qui vont être les mêmes, donc après, il faudra les éliminer, parce que ça va faire des images inutiles à calculer, de la perte de temps. Prenez vraiment ce qui est essentiel. Ensuite, la rafale est valable vraiment si vos vidéos sont de très bonne qualité, c'est-à-dire si vous savez que vous n'avez pas trop bougé, vous n'avez pas vibré, vous n'avez pas de lumière dans votre scène qui pourrait perturber la capture, la reconstruction pardon, de votre objet. Voilà, la rafale, là, vous pouvez y aller. Par contre, si vous avez un doute, préférez quand même le play pause photo. C'est peut-être un peu plus long, c'est une technique à prendre, hein, mais moi c'est celle que je préfère. Bon là je ne l'ai pas faite parce que ma vidéo ici est de bonne qualité, mais vous faites donc play, pause, appareil photo. Vous relancez votre vidéo, pause, appareil photo, play, pause, appareil photo. Alors l'avantage de procéder ainsi, c'est que vous pourrez éliminer d'entrée de jeu les photos floues, puisque vous les verrez affichées à l'écran, et les photos qui ont des éclats de lumière, des surexpositions, bref, et ainsi que les photos, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes dans votre vidéo sur un moment où vous ne bougez plus, vous n'allez pas prendre 5-6 fois la même photo, donc vous allez avancer jusqu'à temps que la photo reprenne, donc ça va vous limiter le nombre de photos. Vous aurez un grand nombre de photos également, hein, mais voilà, moins de photos inutiles et inutilisables bien sûr. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est d'obtenir entre 100 et 120 photos, et sur tout le tour de votre objet et sur plusieurs hauteurs. Voilà, si vous savez ça, vous savez tout. Allez, on continue. Et maintenant, nous allons trier les photos qui sont de mauvaise qualité, ainsi que les doublons. Pour ceci, nous allons aller dans le dossier capture VLC, où sont nos photos. Nous allons les copier intégralement dans le dossier où est située la vidéo, c'est-à-dire notre dossier de travail. Voilà, ça libère notre dossier capture VLC. On le ferme. Maintenant, on ouvre en grand la fenêtre du tutoriel Aigle. Et en l'occurrence, ici, je me positionne sur une des photos, bouton droit de souris et ouvrir avec photo. Voilà, le logiciel intégré dans Windows, ça ira très bien. Et à partir de là, vous faites défiler les photos une par une. Et quand vous remarquez qu'une photo ne bouge pas ou qu'elle est floue, vous la supprimez tout simplement. Hein. Donc ça va relativement vite à faire. Là, voilà, par exemple, là, il y a 3-4 photos qui sont identiques. J'en supprime une. Je regarde, il y en a encore 2. Je supprime du moment qu'il n'y a plus de mouvement, c'est qu'il y en a une de trop. Dès que le mouvement reprend, ça veut dire que les photos s'enchaînent, voilà, tout simplement. C'est relativement simple. Alors je vous invite à faire cela pour toutes les photographies qui peuvent être floues, celles qui peuvent présenter des rayons lumineux, des brillances, ou encore que sais-je, contenir des objets ou des éléments qui n'ont rien à voir avec le décor. Par exemple mon doigt qui est passé tout à l'heure, bon vous l'aurez pas sur vos photos, hein, rassurez-vous, mais moi je l'avais, et je sais qu'il va falloir que j'élimine cette photo, puisque cet élément peut perturber complètement la reconstruction de mon objet au final. Alors je reviens sur un point essentiel. Tout à l'heure, je vous ai dit de faire très attention au nom de fichier et de ne pas mettre de caractères accentués ni de caractères spéciaux dans vos noms de fichiers ou de dossiers. Ceci peut générer des erreurs au moment de la reconstruction. Par exemple, il peut vous dire qu'il n'a pas trouvé de point. Alors
ça ne sera pas qu'il n'a pas trouvé de points, c'est qu'il n'a pas été capable de lire le nom des fichiers. Et je peux vous dire que c'est le genre d'erreur qu'on cherche longtemps à corriger et qu'on ne trouve pas facilement. En résumé, pas de caractères accentués, ni de caractères spéciaux, ni d'espace dans vos noms de fichiers et dossiers qui seront traités par le logiciel. Pour remplacer un espace, à la rigueur, mettez un tiret bas. Une fois que l'objet sera terminé, là, rien ne vous empêche de le nommer. Bon alors, t'as tout compris? Bah ouais, quand même. Alors si je te montre ça, c'est quoi? Bah, c'est bien. Bah non, pas bien. Et si je te montre ça? Bah, c'est pas C'est pas bien. Et ça? pas bien. Voilà, t'as compris. Eh les gars, pour votre quiz, là, vous pouvez couper un peu le micro, là, ce serait sympa. Oh, pardon, Rolly, excuse-moi, j'avais pas... Et tu t'es fermé. Mais les gars, j'ai rien contre vous, mais prévenez-moi un peu avant, quoi. Dites-moi, on va faire un petit quiz. Bon, ils m'ont perturbé, là. Donc je disais... qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, quand l'objet est terminé, ben, rien ne vous empêche à ce moment-là de le nommer comme bon vous semble. Mais avant ça, prenez cette précaution. Alors, vous avez téléchargé et installé Regard 3D. Vous avez votre matière première, c'est-à-dire vos photos. Alors, commençons. D'abord, lancez le logiciel. Celui-ci n'a pas de fioriture, rien que l'essentiel. Les étapes vont être les suivantes. Créer un projet, ajouter vos photos, analyser celles-ci, faire correspondre les photos en créant un premier nuage de points, densifier le nuage de points et enfin créer l'objet avec sa surface. Alors, dans le logiciel, il y a une base de données caméra, ce qui devrait augmenter normalement la précision. Mais pour le moment, dans cette version, elle n'est pas active car elle est toujours en développement. Alors, je pense que la prochaine version corrigera ce petit bug, donc, mais ça nous... peu importe. Donc, on y va. Alors, cliquez sur l'icône avec le petit plus vert. Une fenêtre Create New Regard 3D Project s'ouvre. Sélectionnez Set Project Patch. Puis, le bouton Browse et choisissez le dossier dans lequel vous avez vos photos. Cliquez sur le bouton Sélectionner un dossier pour valider. Dans Project Name, mettez un nom de projet. Ici, pour le tutoriel, le nom de mon projet sera Tutoriel Caméra Aigle. Puis, bouton OK. Pas la touche Entrée, sinon vous allez revenir, enfin bon bref. Ensuite, allez sur le bouton Add Picture Set, puis Add File. Une fenêtre s'ouvre. Sélectionnez toutes vos photos. Attention de ne pas sélectionner le dossier du projet, ici Tutoriel Caméra Aigle. Chez vous, le nom que vous aurez donné à votre projet, bien évidemment. Une fois vos photos sélectionnées, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Ouvrir. Attendez que toutes les photos soient lues avant de continuer et en attendant, rentrez un nom pour votre sélection d'images dans Picture Set Name. Pour ma part, ce sera Aigle Picture. Vous avez vu la prononciation? Ça, c'est de l'anglaise. Enfin, cliquez sur le bouton OK. Une fenêtre d'alerte s'ouvre, vous prévenant qu'il ne connaît pas l'appareil photo qui les a prises. Mais comme la fonction n'est pas encore active, n'en tenez pas compte et cliquez sur OK. Voilà, la première partie est faite. Maintenant, nous allons faire matcher les images, c'est-à-dire voir les points communs entre elles. Pour cela, cliquez sur le bouton Compute Match. Personnellement, je passe tout en ultra, on ne touche à rien d'autre. On valide par OK. Ici, pour le matching des points en ultra, le temps nécessaire pour réaliser l'opération était de 30 minutes 44. En réduisant la précision à normale au lieu d'ultra dans mes réglages, cela aurait peut-être mis un peu moins de temps, mais je n'aurais peut-être pas eu assez de points pour recréer mon modèle. Mais honnêtement, je suis incapable de vous donner des critères précis concernant le choix ultra ou pas, car après de nombreux tests, il y a des fois des aberrations, et c'est la même chose dans le logiciel Meshroom. Il arrive qu'on trouve plus de points en normal qu'en ultra, et des fois, cela est l'inverse. Et on ne peut même pas dire que cela vient de la résolution des photographies. Alors, si vous savez quelque chose sur les critères permettant un réglage cohérent de ce paramètre de précision, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo afin que cela profite à tous. Notre étape 2 est terminée. Maintenant, nous allons créer notre nuage de points. Cliquez sur le bouton Triangulation. Une fenêtre s'ouvre. Ne touchez à rien et faites OK. Et il vous faudra encore être patient. Ici, 2 minutes 20. Bon, c'est plutôt correct. Voilà, l'étape 3 est terminée. Maintenant, nous allons créer le nuage de points dense, c'est-à-dire les points sur lesquels va s'appuyer l'objet. Donc, cliquez simplement sur Create Dense Point Cloud. Ne touchez aucun paramètre et faites OK. Bon, ici, 3 à 4 minutes, ça va. Étape 4 terminée. Et nous arrivons au clou du spectacle. Nous allons habiller notre objet en lui donnant sa texture finale. Mais avant cela, je fais une parenthèse pour les plus expérimentés d'entre vous qui souhaiteraient continuer leur projet dans Meshlab.
Pour cela, appuyez sur le bouton Export Send to Meshlab. Créez où vous le souhaitez un dossier, que vous appellerez par exemple ici Meshlab. Puis ouvrez ce dossier en double-cliquant dessus et enfin cliquez sur le bouton Sélectionner un dossier. Une fenêtre s'ouvre en vous indiquant qu'il est en train de procéder à la création des fichiers nécessaires sous Meshlab. Une fois terminé, la fenêtre se ferme tout simplement. Nous verrons le reste du fonctionnement sous Meshlab après en avoir fini avec le logiciel Regard 3D. Donc, je reviens à l'utilisation normale du logiciel. Nous allons créer la surface. Dans un premier temps, cliquez sur Create Surface et pour voir le fonctionnement, ne modifiez rien, cliquez simplement sur OK. Vous allez voir apparaître à l'écran la finalisation de votre objet, mais attention à ce stade, vous êtes sur un nuage de points colorés, c'est-à-dire que si vous souhaitez utiliser le fichier pour autre chose que l'impression 3D, eh bien cela ne va pas le faire. En effet, pour être utilisé dans les logiciels de modélisation, il faut que l'objet ait ce que l'on appelle une map texture, c'est-à-dire un gros papier peint qui le couvre et qui soit adapté à la forme de l'objet. Bon, j'essaie de faire une analogie pour les débutants, ce n'est pas toujours simple, veuillez m'en excuser. Le résultat est plutôt probant, non? Et le tout sans avoir eu besoin d'une machine équipée de cartes Nvidia. Alors vous voyez que c'est possible. Donc en effet, c'est beau, c'est propre, mais comme dit auparavant, il va nous falloir maintenant créer un objet avec sa texture physique. Ce qui demeure pratique dans Regard 3D, c'est que les paramètres utilisés à chaque étape sont facilement visibles dans la fenêtre à gauche de votre écran. Ici, par exemple, nous pouvons voir que surface 0 est surlignée en bleu, donc c'est l'élément sélectionné pour le moment. Et en dessous, dans surface paramètres, nous pouvons voir le depth, le sample per node, le point weight, le threshold et les valeurs que nous leur avons attribuées pour la réalisation de surface 0. Et l'utilité de cela, c'est qu'on va pouvoir réutiliser les valeurs ainsi décrites pour les reprendre et refaire l'objet 3D final avec sa texture physique sans avoir à se poser la question qu'est-ce que j'avais utilisé pour faire la surface avec des points qui étaient bonnes, je m'en souviens plus. Eh bien cette question ne se pose pas grâce à l'inscription de ces paramètres qu'on peut reprendre donc. Car il suffit de sélectionner densification 0 par exemple pour pouvoir de nouveau avoir accès au bouton Create Surface et de tester ou créer autant d'objets finaux avec tous les paramètres que l'on souhaite modifier afin d'obtenir un choix abondant concernant le meilleur objet sans avoir à repasser par toutes les étapes. Donc ici, sélectionnons densification 0. Puis de nouveau le bouton Create et je modifie juste le paramètre Trim Threshold. Je parle bien anglais moi, ça fait peur. Et je le passe à 8.5. Alors cela aura pour effet de réduire la profondeur de champ et donc réduire l'arrière-plan de mon objet si je puis dire. Puis par la même occasion, je vais en profiter pour réaliser un mesh final. Dans le paramètre colorisation méthode, je vais choisir texture et je choisis Gauss Clamping, qui va créer ma texture, mon papier peint en analogie, en utilisant les images et en les mettant bout à bout. Alors la différence avec Gauss Damping, c'est que si vous choisissez cette option, les images utilisées seront superposées sur les bords pour donner un effet de lissage. Alors pratique s'il y a des disparités de couleurs entre les prises, car ceci permet d'atténuer cette différence. Et donc, je valide sur OK sans toucher à autre chose. Alors ici dans le tutoriel, je n'ai pas fait toutes les possibilités car sinon le tutoriel mettrait 6 mois avant d'être réalisé et sa longueur serait désespérante. Je vous laisse le soin de découvrir les paramètres qui seront les réglages qui vous conviennent le mieux. Bon, j'ai fait 2-3 essais différents et maintenant je peux en double-cliquant sur les surfaces choisir celle qui me plaît afin de la sauvegarder définitivement. Une fois votre modèle choisi, cliquez sur Export Surface. Créez un dossier où bon vous semble sur le bureau. Pour ma part, le dossier, je le crée dans mes photos et donnez le nom qui vous plaît à cet objet. Comme je disais tout à l'heure, choisissez le format d'exportation, OBJ pour ma part, et c'est terminé. Vous disposez d'un mesh de plutôt bonne qualité que vous pouvez maintenant utiliser à votre guise dans tous les logiciels supportant les objets 3D. Pour ceux qui ont sauvegardé tout à l'heure leur projet sous format MLP, c'est-à-dire Meshlab, allez dans le dossier où vous avez sauvegardé les fichiers tout à l'heure et allez sur le fichier donc MLP, bouton droit de souris, propriété et après en face de s'ouvre avec, allez sur modifier. Une fenêtre s'ouvre en vous demandant avec quel logiciel vous voulez ouvrir ce type de fichier.
Alors si vous l'avez dans la liste, parfait, vous le prenez, meshlab.exe. Si vous ne l'avez pas, allez sur plus d'applications, puis tout en bas de la liste, allez sur rechercher une autre application sur ce PC. Alors sur votre ordinateur, allez à l'emplacement de vos programmes, ici en l'occurrence disque C, programme, puis cherchez le dossier VCG, double-cliquez dessus, puis dossier meshlab, et enfin meshlab.exe. Cliquez sur le bouton ouvrir, puis bouton appliquer et OK. Et maintenant, si vous double-cliquez sur ce type de fichier, il sera ouvert directement dans meshlab. Alors je vais pas faire un tuto sur meshlab parce que si vous l'avez fait, c'est que vous savez à peu près comment il fonctionne. Voilà. Et voici maintenant quelques exemples d'utilisation dans des logiciels avec notre objet 3D. Alors ici par exemple j'utilise Blender, donc dans Blender vous pouvez faire de l'animation, tout ce que vous voulez, mais moi je m'en sers aussi pour faire du nettoyage de mèches, c'est-à-dire pour retirer tout ce qui est disgracieux. Et là je le fais en accéléré, mais si comme moi vous voulez utiliser Blender pour nettoyer vos mèches facilement et rapidement, je vous invite à consulter le tuto sur cette chaîne qui s'appelle Comment réussir à quasi coup sûr mes objets 3D. Et là j'ai plusieurs démonstrations qui vous montrent justement dans Blender comment on réalise cette opération facilement. Et puis vous pouvez l'ouvrir aussi sous 3D Builder. Alors après il y a les logiciels aussi 3D impression, voilà, tout ça c'est des gratuits, je vous mettrai tous les liens, vous inquiétez pas, dans le descriptif de la vidéo. Et puis sous Paint aussi on peut s'en servir par exemple pour agrémenter des photos. Enfin il y a plein de possibilités et je vous laisse les découvrir. Fouillez un peu sur internet ce qu'on peut faire avec les objets, vous allez voir, il y a plein de trucs assez sympas. La réalité virtuelle augmentée aussi dans Windows, mais bon, j'ai pas encore trop planché sur le sujet. Et je vous montre le résultat que j'ai obtenu avec les photos provenant de l'appareil. Franchement, Regard 3D, c'est un logiciel plein de ressources qui est gratuit, qui tient ses promesses, je trouve. Le seul critère vraiment pour réussir, c'est d'être rigoureux lors de vos prises photos. Alors c'est sûr que si on se dit, on prend un appareil, je mitraille, je mets dans le logiciel et hop, ça marche, c'est un peu simpliste comme raisonnement. Avec de la chance, ça peut fonctionner, hein, mais concrètement, de la rigueur donne des résultats meilleurs. Alors ça c'est profond, ça doit être vraiment la minute philosophie de Williams. Ouais, mais en attendant, ça marche, et puis c'est tout. Puis dans le logiciel, il y a tellement plein d'autres paramètres à explorer pour améliorer le mesh final, et rien ne vous empêche, si vous trouvez des paramètres qui sont plus affûtés, de les partager dans les commentaires, afin que tous puissent profiter de votre savoir. Car comme d'habitude dans ce genre de programme, il est très difficile d'avoir des tutoriels en français, alors aidons-nous. Pour finir avec Regard 3D, ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez fermer le programme et lorsque vous l'ouvrez, vous avez la possibilité de rappeler intégralement votre projet afin de retravailler dessus. Il y aurait tellement de choses encore à dire, mais je vais m'arrêter là parce que voilà, il faut le découvrir, tout simplement. Vous avez la base. Alors vous me direz, c'est bien, on a fait des petits objets en 3D, on est content. Mais ce que je vous propose pour la prochaine fois, eh bien, c'est de les utiliser ces objets 3D. Créer des petites animations pour commencer, afin de vous montrer les techniques sous Blender d'une façon très très simple, même si vous ne connaissez pas la modélisation 3D. Si vous suivez le prochain tuto, à la fin, vous ferez une animation avec vos objets dans Blender. Vous pourrez même par exemple faire tourner un château pour faire vomir la princesse qui est à l'intérieur, c'est très drôle. Non, bien sûr, je plaisante, il n'y a pas de princesse dedans. Mais comment tu peux être sûr qu'il n'y a pas de princesse dedans? Et si elle est dedans, elle va être malade avec ton truc là. Mais arrête, il plaisante. Il est lourd ton copain, hein. Bon bref, ok, voilà, donc écoutez, comme d'habitude, les vidéos ne sont pas monétisées, donc si vous avez apprécié ce petit tutoriel en français qui essaie de démystifier un petit peu la photogrammétrie et permettre l'accès à tous, eh bien écoutez, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à rajouter votre savoir sur les commentaires, ça peut aider tout le monde et c'est le but ultime de mes tutos. Voilà, allez, je vous aime tous, à bientôt et faites de superbes objets 3D. Bye bye.